Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Un petit tour et puis s'en va. Sébastien Lecornu a présenté sa démission ce matin. Emmanuel Macron, l'éphémère Premier ministre, avait pourtant annoncé une partie de son gouvernement hier. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, quels enjeux pour le congrès des élus? Le rendez-vous des parlementaires et élus locaux se tiendra mercredi et jeudi. La question de l'évolution institutionnelle de la Martinique devrait être au cœur des réflexions. Et puis, valoriser le travail de l'ombre des aidants, ces hommes et femmes qui s'occupent d'un proche dépendant. À l'occasion de la journée européenne des aidants, plusieurs temps forts ont été organisés à Saint-Joseph. Les images à retrouver dans quelques minutes. Express, éphémère, les adjectifs ne manquent pas pour désigner le gouvernement Lecornu. Alors que le Premier ministre a nommé une quinzaine de ministres hier, il a finalement donné sa démission ce matin. Un nouveau rebondissement dans un paysage politique au bord du chaos. Le reportage d'Hélène Sirignac. Seulement 27 jours après sa nomination, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce sa démission. La raison, les vives critiques reçues à l'annonce de la composition de son gouvernement. Il avait à l'intérieur une opposition qui était constituée par les LR, qui eux n'exigeaient pas de choses particulières, sauf un certain nombre de ministres. C'est en fait un jeu un peu lamentable de pouvoir, d'ego, et Retailleau, jusqu'au dernier moment, a exigé le fait d'avoir plus de ministres. Dans les rues de Fort-de-France, cette annonce coup de poing suscite un intérêt pour le moins mitigé. Surprise, non, mais bon, après, encore un de plus, quoi. Les manœuvres sont limitées et elles sont contrôlées. Eh bien, je pense que c'est une bonne choix. Ok. La politique, ouais, ça ne nous intéresse pas, merci. Du côté des élus, en revanche, ce nouveau séisme politique plonge dans l'incertitude et compromet certaines avancées. Ce que nous avions, qui nous avait été annoncé en tout cas, c'était la réduction de près de 700 millions d'euros sur les dispositifs et budgets consacrés aux pays des océans dits d'outre-mer. Et nous avions d'ores et déjà, et nous avons d'ores et déjà, des amendements prêts afin de venir contrecarrer ces dispositions. Mais pour l'heure, nous n'avons donc plus de gouvernement, plus de Premier ministre et plus de budget. Nous devons travailler un budget en ce moment et le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, bien, ça retarde l'échéance. Ça retarde le travail que nous devons mener et donc ça retarde bien des possibles politiques publiques que nous souhaitons mettre en place au bénéfice de nos populations. Plusieurs options s'offrent au chef de l'État. Emmanuel Macron devrait nommer un Premier ministre. Il peut envisager de dissoudre l'Assemblée nationale ou encore de démissionner. Et malgré cette incertitude qui plane au sommet de l'État, le congrès des élus de Martinique se tiendra bien les 8 et 9 octobre prochains. Très attendu par certains, sans doute boycotté par d'autres, ce grand rassemblement devrait permettre d'aborder la question de l'évolution statutaire ou institutionnelle du territoire. On fait le point avec Sandrine Claude. Dans 2 jours, les élus se rassembleront pour un rendez-vous qui pourrait bien être un tournant institutionnel pour la Martinique. Le congrès des élus, qui se déroulera sur 2 jours, réunira maires, parlementaires, élus et conseillers de la CTM. Au cœur des débats, la question de l'évolution statutaire ou institutionnelle de l'île. Au-delà de l'aspect protocolaire, ce rendez-vous sera l'occasion d'aborder des questions fondamentales. Jusqu'où les élus veulent-ils aller en matière d'autonomie? Ou encore, quelles sont les attentes de la population face aux enjeux de leur vie quotidienne? Organiser une réforme statutaire majeure exige un large assentiment politique. Les élus devront obtenir un consensus, mais encore faudra-t-il laisser de côté opposition et rivalité. La grande majorité souhaite obtenir un pouvoir normatif autonome ou législatif. En clair, la possibilité d'adapter les règles et textes de loi aux spécificités locales. L'article 73 de la Constitution française n'accordant qu'un pouvoir d'adaptation limité. Avoir justement des leviers nouveaux pour permettre d'élargir les possibilités d'intervention. Il faut se donner des objectifs en termes de règlement de la question du chômage, de règlement de la question du développement, de règlement de la question de la gestion de l'eau et des déchets, de règlement de la question du transport, de la question de la santé. Et nous devons dire comment nous envisageons, à travers l'évolution institutionnelle ou statutaire, de les régler. Parce qu'il s'agit bien de ça. Il ne s'agit pas que les élus martiniquais aillent demander
des pouvoirs, on dit normatifs pour avoir des pouvoirs normatifs. Il s'agit bien d'avoir les leviers de transformation de notre société. Mais l'essentiel, c'est que nous ayons ce débat, nous ayons cette discussion entre nous pour nous accorder sur un minimum qui nous permettra de rester unis face au gouvernement français, de manière à ce qu'un groupe de travail nous aide à mener les négociations nécessaires pour après justement avoir l'approbation du peuple sur les orientations que nous aurons préalablement choisies. Mais la tenue de ce congrès ne fait pas l'unanimité auprès de tous. Lors du dernier en date, en 2023, nombre d'élus sceptiques s'étaient déjà absentés. Pour celui-ci, Yann Monplaisir a fait part de sa non-participation, estimant ces débats trop institutionnels et trop éloignés des réalités de la population, car l'un des défis de ce congrès sera que les Martiniquais s'approprient les enjeux et se sentent concernés. Des consultations sont prévues pour connaître leurs attentes. Dans quel sens iront les débats lors de ce grand rassemblement politique? Réponse dès ce mercredi, lors du lancement du congrès des élus. Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir le président de l'Association des maires de Martinique. Justin Panfil, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de voir ce sujet sur la préparation de ce congrès des élus, certains enjeux qui paraissent assez évidents. Ma première question est assez simple. En tant que président de l'Association des maires, quelles sont les attentes de nos élus, de nos maires en Martinique? Écoutez, on a, à l'occasion de la rencontre qu'il y a eu à l'Élysée, le premier vice-président, donc en l'occurrence Fred Michel Thirault, qui a représenté l'Association des maires, a sondé quelques collègues pour être la voix de ce que nos collègues pensent. Et globalement, en tout cas pour ceux qui étaient présents et qui ont participé à cette consultation rapide, on sent bien qu'il y a... il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, pas une préoccupation, mais qu'il y a quand même un certain nombre d'interrogations et une volonté claire. C'est la volonté de dire nous avons des sujets qui appellent des réponses immédiates, concrètes, précises des maires et des élus de manière générale. Et par conséquent, il faut que nous puissions être en capacité d'apporter des réponses sur les sujets qui nous concernent. Quels sont ces sujets? L'eau, l'assainissement, la question du transport, la question de l'emploi, je l'ai entendu à l'instant, faire en sorte que nous puissions être au rendez-vous de ce que les Martiniquais expriment comme besoin. Mais je ne veux pas, dans mon propos, mettre en opposition, et ça c'est une question de temporalité, la perspective d'une évolution institutionnelle permettant effectivement d'avoir des responsabilités beaucoup plus larges sur des sujets qui appellent parfois des adaptations. Les sujets que vous avez évoqués peuvent s'inscrire, peuvent en tout cas évoluer grâce totalement. à un cadre et différent. Cette temporalité-là fait que, il y a certainement, au moment où on parle, une inadéquation entre la réalité nationale, institutionnelle, et puis le chemin de réflexion que nous avons pris, pas simplement aujourd'hui, depuis très longtemps, et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à nouveau dans la perspective d'un congrès à débattre de ce qui pourrait permettre à la Martinique d'avancer de manière beaucoup plus large et de manière beaucoup plus importante. Aujourd'hui, la ligne directrice de ce congrès est-elle claire? En tout cas, moi, il y a des mots qui me posent problème à titre personnel. Quand on me dit que c'est un congrès de la rupture, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, un congrès de la rupture. Moi ce que je sais, c'est un congrès de... Moi je veux imaginer un congrès de progrès. Et pour permettre effectivement à la Martinique, que la Martinique puisse faire face à des enjeux ou à des préoccupations qui sont celles des Martiniquais. Mais je le redis, les Martiniquais ont besoin que les bus roulent. Les Martiniquais veulent que l'eau coule. Les Martiniquais veulent que les projets d'investissement qui ont vocation à nous projeter dans les années à venir puissent être réalisés. Et par conséquent, nous avons plusieurs chantiers, au moins 2 chantiers majeurs. Le chantier majeur, c'est gérer le quotidien et le gérer bien, avec les moyens qui sont à notre disposition. Et le deuxième enjeu, qui est celui justement qui est ouvert par le Congrès, c'est de faire en sorte que nous puissions nous projeter dans les années à venir. Aujourd'hui, en tant que président de l'Association des maires, regrettez-vous que certains de vos collègues préfèrent boycotter ce type de rendez-vous? Non, pas du tout. Je pense que, puisque vous parlez, pour le citer, de Yann Monplaisir, moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a expliqué les raisons de sa non-participation au Congrès. Et les raisons, et c'est l'avantage, c'est que ces raisons sont publiques,
connu de tous et c'est un peu ce que je vous dis en partie sur la réalité et la pertinence du Congrès. Je pense qu'il a dit les choses et je lui dis merci en ce sens, mais moi je pense que dialoguer, débattre, concerter est une bonne chose et ça devrait ne pas nous diviser, en tout cas ce peuple martiniquais, parce que ça n'est pas parce que nous ne partageons pas forcément au même moment la même ambition dans une temporalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on n'est pas prêt, qu'il faut ne pas dialoguer, ne pas discuter. Sauf que, je le redis, la réalité aujourd'hui, ce sont toutes les attentes des Martiniquais qui doivent nous permettre justement qu'ils aient confiance dans le travail que les élus font pour nous permettre de regarder l'avenir un peu plus loin. Alors la tenue de ce congrès a été repoussée à plusieurs reprises, notamment en raison, semblerait-il, de l'instabilité politique au niveau national. Cette instabilité, elle est plus que jamais d'actualité aujourd'hui, avec, on l'a vu au début de ce journal, la démission de Sébastien Lecornu. Quelles conséquences pour la Martinique, pour nos collectivités et plus singulièrement pour nos mairies? Deux choses. La première chose, il ne me semble pas que ce soit pour l'instabilité nationale que le Congrès ait été reporté. Il m'a semblé que c'était de la non-disponibilité d'un certain nombre de députés. Dû notamment au... Il y en a au moins deux. Ça, voilà. c'est une chose. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est vrai qu'au moment où on parle, on a une instabilité au niveau national, pas de gouvernement, pas de ministre de l'Outre-mer, pas de ministre de l'Intérieur, et qui fait que, mais avec qui on va discuter? Si c'est avec le président de la République, on voit bien l'impasse et on va dire le pétrin dans lequel il est, c'est-à-dire trouver une solution qui pourrait être la dissolution, son avenir personnel à la présidence de la République. Je pense que le débat national, la situation nationale impacte fortement la réalité martiniquaise et puis des débats que nous allons avoir le 8 et le 9, sauf que l'histoire n'attend pas, l'histoire se poursuit, l'histoire, le temps avance. Par conséquent, tous les débats que nous aurons aujourd'hui, je dis simplement attention, parce qu'on ne sait pas demain avec qui on va discuter. Comment faire pour s'assurer qu'ils ne seront pas menés dans le vide? Je ne crois pas que les débats se feront dans le vide. Ma seule préoccupation et ma seule inquiétude, c'est quels seront en face de nous les interlocuteurs avec qui nous discuterons si par une décision du président de la République, imaginons que l'Assemblée nationale soit dissoute. Donc c'est un retour aux élections. Imaginons que le président se dise, bon écoutez, je suis dans une impasse et je m'en vais. Moi, vous savez, on a plein de scénarios en face de nous et partant de ce principe-là, je sais une chose. Mon père m'a toujours dit, c'est ça qui en fait l'Oukitao. Donc par conséquent, il faut absolument nous prémunir de toute situation qui nous plongerait, nous, Martiniquais, dans une incertitude et qui ne nous permettrait pas, en tout cas, d'envisager l'avenir avec sérénité. Eh bien, merci beaucoup, Justin Pampil, d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, le congrès des élus se tiendra le 8 et 9 octobre prochain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, merci. À la une aussi de l'actualité, les bus du centre sont toujours à l'arrêt. Les chauffeurs sont dans l'attente de leur salaire. Ils ont reçu l'ordre de rester chez eux afin de ne pas engendrer de frais supplémentaires. Une situation qui pénalise forcément les usagers. Les détails face à la caméra de Diana François-Edoxy. Notre patron et les autres patrons nous ont demandé de rester chez nous, qu'afin que, puisqu'on a des collègues qui ont des soucis financiers, malheureusement, qui disent financiers, c'est-à-dire on a des collègues qui sont déjà à mise à point d'agio, qu'ils ne savent même pas comment ils vont s'en sortir par rapport à cette situation-là. Parce que là, à aujourd'hui, on a des pères et des mères de famille qui attendent leur salaire et qui ont que ce truc-là, afin qu'ils puissent reprendre le travail. Et malheureusement, encore une fois, chose que nous déplorons largement, tous les syndicats du transport, encore une fois, c'est encore la population qu'on prend en otage. Tous les bus du centre sont à l'arrêt. Et vous imaginez, ça pénalise les bus du Nord. C'est malheureusement par rapport à notre salaire qu'on n'a pas reçu, c'est du fait que on est obligé, parce que qu'est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille et puis qui n'a pas de salaire? Ça n'existe pas dans le monde. On est désolé de le dire, mais ça n'existe pas. On nous avait fait la promesse que ça serait fait dans le week-end. Et on est, à l'heure où je parle, on est aujourd'hui lundi. On n'a toujours pas reçu notre salaire. Et à noter que Martinique Transport ne souhaite pas s'exprimer sur la situation.
On poursuit avec la journée européenne des aidants, ces hommes et ces femmes dévoués à l'accompagnement d'un proche. L'association martiniquaise des aidants familiaux organisait un événement à Saint-Joseph aujourd'hui afin de valoriser leur importance. Diana François-Eudoxy y était. Dévouée à prendre soin de sa mère et de sa grand-mère quotidiennement, Sandrine prend aujourd'hui le temps d'apprécier cette journée dédiée aux aidants. Elle a même choisi de mettre de côté sa vie professionnelle afin d'être aidante à plein temps. C'est une tâche assez prenante parce que je suis non seulement aidante mais aussi maman. Donc en fait, il me faut allier les deux et trouver respectivement un équilibre qui n'est pas toujours évident. Sur les tâches que je dois convenir au quotidien pour mes deux parents, donc ça relève de l'organisation matérielle, médicale, administrative, financière, tout l'accompagnement que leur demande le quotidien des plus petites tâches aux tâches les plus compliquées. Si Sandrine est une aidante toute désignée en tant que fille unique, d'autres, comme Marie-Thérèse, ont été choisies par la famille sans avoir de lien de parenté. À 76 ans, elle s'occupe ponctuellement des tâches ménagères et de la préparation de certains repas pour la sœur d'une connaissance de son église. J'aime les bonnes personnes, aider les bonnes personnes. Parce que moi-même, je suis bonne aussi. Demain matin, j'aurai besoin aussi. Peut-être aujourd'hui c'est elle, demain c'est moi. Un dévouement célébré à l'occasion de la Journée européenne des aidants aujourd'hui à Saint-Joseph. Une mise à l'honneur essentielle pour cette activité, souvent difficile au quotidien. L'aidant peut avoir de nombreuses difficultés, des difficultés peut-être pour accompagner son aidé dans les démarches administratives. Il va avoir un manque de temps pour lui et son bien-être personnel. Donc, on sait que la qualité d'aidant peut impacter de façon... impacter le physique et le mental de l'aidant. C'est pour ça qu'on organise aussi également des journées de répit pour qu'il puisse souffler et qu'on l'accompagne notamment avec des psychologues, des groupes de parole pour l'aider et l'accompagner notamment sur sa santé mentale. Parce que malheureusement, dans de nombreux cas, on va voir que l'aidant va mourir avant l'aider. Et ça, c'est des choses qu'on aimerait qui n'arrivent plus. Des moments d'échange, des présentations et des conférences sont organisés afin de valoriser ces aidants. C'est une fonction qui peut être vue comme quelque chose de pénible, mais l'idée là, c'est vraiment de leur faire comprendre que c'est une fonction essentielle pour notre société aujourd'hui, qui est une société, on va dire, en vieillissement, mais surtout, elle va permettre de conserver une part de la mémoire, du patrimoine vivant de nos anciens. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, d'autre part, ils vont aussi développer ce qu'on appelle une expertise du quotidien sur l'accompagnement à la fin de vie, sur l'accompagnement à la perte d'autonomie, et que tous ces éléments-là sont valorisables. L'association martiniquaise des aidants familiaux dénombre sur notre territoire près de 18 000 aidants. Du côté de la météo, pas de surprise, la Martinique est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, ainsi que vagues submersions. La longue houle énergétique de nord-nord-est s'amortit progressivement, mais impacte toujours nos côtes. Revenons à présent à la commémoration de l'insurrection du Sud. Le 20 septembre dernier, l'association ADPKM et la ville de Rivière-Pilote ont organisé une soirée Belay au marché couvert de la commune, l'occasion de rendre hommage à une figure emblématique du mouvement, Févriette Félicité. Le reportage d'Yvan Lemar. Févriette Félicité, c'est une figure emblématique du Belay. Cette Samaritaine est une autodidacte qui a appris grâce à sa mère en observant les anciens et les grandes danseuses de sa génération. Ma mère ne dansait pas le Belay, mais elle aimait le Belay. Elle me disait, moi un tel qui a dansé comme ça, moi un tel qui a fait ça, t'as qu'à fait ça, t'as qu'à fait ça. Elle me montrait les pas qu'elle voyait. Et après, elle a commencé à m'emmener, moi, dans des soirées, dans le quartier, partout. Alors, je ne savais pas danser, mais j'aimais ça. Alors, je suis allée. Et c'est comme ça que j'ai regardé les gens danser et j'ai appris. Févriette Félicité s'impose aujourd'hui comme une personnalité, un talent, une dame Belay, connue et reconnue. Tous ces moments-là, d'accord pour dire, Madame Tala, il y a un bagaille, il y a un comment, il y a un modèle danser, aussi nous pouvons prendre référence pour danser et puis Févriette aussi, c'est un moment qu'ils transmettent. Ils dansent et puis la fleur, les fleurs jaunes, mais
il est en transmettre le savoir lui. Il y a là dans différentes associations, organisations, qui apprennent à faire ça. Et c'est ça que je viens de féliciter. C'est mon mari, c'est Marie, moi. C'est mon petit autre qui vient, c'est mon mari, Belay, en Dom Belay. Pour la première fois de sa carrière, elle a été mise à l'honneur par l'association ADPKM et la ville de Rivière-Pilote lors d'une soirée traditionnelle pour commémorer l'insurrection du Sud de 1870. C'est une grande dame du Bel-Air qui a déjà contribué à la transmission du Bel-Air. C'est tout à fait normal que l'ADPKM honore les anciens qui travaillent, qui militent et qui portent le Bel-Air à bras-le-corps de façon à ce que nous, Martiniquais, nous sachions qu'il y a une danse qui s'appelle la danse Bel-Air, avec toute la famille Bel-Air, le damier, qui existe en Martinique et qui fortifie l'âme du Martiniquais. Considérée comme une ancienne, une référence, Févriette Félicité n'hésite pas à encourager la relève. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de tambouillés, boiteurs, danseurs, il y en a beaucoup. Les jeunes maintenant se mettent dans le bain. Alors ça me plaît, c'est très bien. Amoureuse du Bel-Air, Févriette Félicité est aujourd'hui devenue une véritable gardienne de nos traditions. En sport, le week-end a été marqué par la victoire du club colonial en demi-finale interligue de la Coupe de France féminine. Chez les hommes, la logique a plutôt été respectée à l'occasion du 4e tour de la Coupe de France. Retour également sur les championnats de basket, futsal et handball. Tour d'horizon avec Caril Chassol, Marc Michel et Yvan Lemar. En football féminin, le club colonial disputera le prochain tour de la Coupe de France. Les clubistes ont battu samedi après-midi, en demi-finale de la Coupe Interligue, la formation guyanaise de l'ASC Footibel de Kourou sur le score de 3-1. Chez les hommes, le 4e tour de la Coupe de France n'a pas réservé de grosses surprises. Dans les chocs entre formations de Régional 1, les deux clubs joséphins se sont imposés. Le club colonial, l'Espoir, le Golden Star et l'Éveil au tir au but, l'Éclair et le CSK Pilote se sont imposés et qualifiés pour le prochain tour. En futsal, la 3e journée du championnat a une nouvelle fois offert des scores fleuves. La relève lamantinoise, femmes ou encore Marron Futsal s'en sont donnés à cœur joie. Victoire également du club péléen, du FC Floréal et de Casablanca FC. Au classement, le champion en titre est déjà en tête à la lutte avec Marron Futsal. Suivent femmes, Casablanca FC, le FC Floréal et le club péléen. En bas de tableau, on retrouve le Golden Lion, Caribbean Osmose et GIF. En basket masculin, la 2e journée du championnat de pré-national offrait déjà la 3e confrontation de la saison entre le Golden Star et le Golden Lion. Et ce sont les Étoiles d'Or qui se sont une nouvelle fois imposées. Les hommes de Steve Souchette l'emportent sur le score de 94-64. Victoire également du Rebond Pilotin et de Madine Gray. Chez les femmes, l'Éclair, l'AS Black Star, le Golden Star, la Gauloise et l'ASC Aigle Noir se sont imposés. Nos handballeurs également lançaient leur championnat de pré-national. Chez les femmes, l'Entente Meg n'a pas tremblé face au Phénix franciscain. Victoire aussi de l'Arsenal, du Réveil sportif, de l'UJ Redoute et de l'Étoile de Gondo. Chez les hommes, le Phénix franciscain a pris le meilleur sur la Gauloise, 29-23. L'USC Citron, le FR Roche Carré, le Club Sport et l'UJ Redoute se sont également imposés. Et comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang à la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 11h30 à 17h30. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce lundi. Sébastien Lecornu a donné sa démission moins d'un mois après sa nomination à Matignon. Le Premier ministre démissionnaire avait pourtant annoncé en partie son gouvernement hier. Un revirement de situation qui plonge encore un peu plus le pays dans une crise politique sans précédent. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À suivre, c'est à nous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.